plus attendre, je cède la parole à Sacha et Mathilin. Merci Isabelle et bonjour à toutes et tous. On est très content d'être ce matin devant vous pour vous présenter les résultats de cette recherche qui seront les investissements publics de demain parce que comme tout sujet financier sur l'investissement, au Salon des maires, on en parle particulièrement cette année, on en parlait déjà particulièrement l'année dernière dans le cadre des exercices budgétaires un peu contraints que l'on connaît. Néanmoins, petite précision, les entretiens et les résultats que nous avons réalisés dans le cadre de cette recherche ont été réalisés avant la dissolution et donc avant la situation politique extrêmement récente qu'on connaît aujourd'hui. Néanmoins, les questionnements qui sont au cœur de ce salon des maires aujourd'hui, à savoir l'interrogation de la part des élus locaux, des maires de communes et élus d'intercommunalités, à savoir est-ce que j'aurai encore la possibilité d'agir, de répondre aux défis de mon territoire aujourd'hui et demain, et bien ces questions-là, elles ne sont pas immédiatement contemporaines. On les connaît en réalité depuis au moins 5 à 10 ans. Et par exemple, si on reprend les publications de l'Association des maires de France qui sont publiées chaque année à l'occasion du Congrès des maires avec Sciences Po, vous voyez, ce sont les deux petites vignettes sur la droite de l'écran, on voit déjà qu'il y a cette thématique des maires engagés mais empêchés, inquiétude d'un monde qui vient, bref, l'idée que l'action des élus locaux n'est pas évidente et que voilà, les marges de manœuvre budgétaires de ces élus locaux sont questionnées. Alors, ce sont ces inquiétudes-là qui ont été à l'origine de cette recherche, parce que, selon nous, cette inquiétude, elle est source d'un certain paradoxe. Parce que quand on regarde la somme des investissements publics qui sont réalisés par les collectivités locales, eh ben, on a l'impression d'une certaine constance, malgré tout. Alors, le graphique que vous voyez au-dessus représente la somme des investissements réalisés par l'ensemble des collectivités publiques locales. Et alors, on s'aperçoit que ces investissements sont à la fois relativement constants en proportion, ils représentent toujours 50 à 60% de l'investissement public total en France. Ils sont constants en valeur. Sur le graphique, vous voyez que sur les 10-15 dernières années, ils sont toujours entre 1,8 et 2,2 points de PIB. Et ils sont constants également dans la répartition de cet investissement entre les collectivités, puisque entre régions, départements et blocs locaux, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas eu vraiment ces 15 dernières années de changement d'ordre de grandeur. Et même si on s'intéresse aux valeurs, on s'aperçoit que l'année 2023, en investissement total, le niveau d'investissement est environ de 80 milliards d'euros et que c'est l'un des montants d'investissement les plus élevés de ces 15 dernières années. Donc évidemment, ça nous a interrogés, nous, quand on voit ces chiffres consolidés. Alors certes, on n'a pas les chiffres de 2024 consécutifs aux difficultés budgétaires et aux coupes supplémentaires qui ont été réalisées, mais on les aura l'année prochaine. Mais néanmoins, quand on sait que ces inquiétudes des élus locaux étaient déjà présentes les 5-10 dernières années, et de voir qu'on a des montants d'investissement qui finalement restent relativement constants, voire augmentent ces dernières années, ça nous interroge par rapport à cette inquiétude. Donc comment on peut expliquer ce paradoxe finalement ? Il y a une première réponse qui est de dire que ce décalage-là, c'est un décalage territorial. Et qu'en réalité, certes, les niveaux d'investissement pris au global sont élevés, mais qu'en réalité, ces investissements sont extrêmement différenciés territorialement, suivant la situation territoriale, qu'on soit dans un territoire urbain ou un territoire rural, suivant la situation budgétaire dont les élus héritent, plus ou moins endettés, et suivant le contexte stratégique dans lequel on se trouve, si on est dans un territoire où la région et le département accompagnent de façon plus forte l'investissement qu'ailleurs. Ce sont des facteurs qui effectivement font varier l'investissement, et quand on regarde le niveau d'investissement des communes en euros par habitant, ça peut effectivement varier de 1 à 10, voire à 15, suivant l'endroit où on se trouve. Néanmoins, on a cherché, nous, dans cette étude, à explorer
une autre source d'explication complémentaire à cette source-là territoriale, qui serait de dire que l'action publique territoriale a profondément évolué ces 10 dernières années, plutôt à bas bruit. Ces évolutions ne sont pas l'œuvre d'une réforme pensée de façon intégrale, et que ces évolutions-là et la compréhension et l'adaptation que les élus en ont aussi des effets sur la capacité à investir. Alors peut-être qu'on peut en rappeler plus spécifiquement 3. Oui, 3 mutations qui nous ont paru assez déterminantes dans le cadre de cette étude et comme piste d'entrée. La première, qui relève plutôt des mutations institutionnelles de la décennie passée, qui est directement consécutive, qu'elle reflète finalement de l'action du législateur, de la loi NOTRe, de la loi climat résilience, qui finalement place l'intercommunalité en chef de file de l'action publique du bloc communal, et cela se traduit dans le niveau d'investissement réalisé. C'est ce qu'on voit sur le graphique de droite. En bleu, c'est l'évolution, c'est la part du montant de l'investissement du bloc local réalisé par l'intercommunalité et non par les communes. Et donc ce qu'on remarque, c'est que depuis 2016, ce montant il est en augmentation. Il était de 9 milliards en 2016, il est aujourd'hui de 15 milliards. Donc c'est une première mutation qui, elle, est également très différenciée territorialement, parce que des intercommunalités comme la métropole de Nancy, comme la communauté d'agglomération de Verdun, qui là sont les plus hautes intercommunalités en termes d'investissement. Au sein de ces territoires, c'est environ 75 à 80% de l'investissement qui est réalisé par l'intercommunalité, alors que dans les vallées alpines, dans les vallées pyrénéennes, seulement 3% de l'investissement qui est réalisé par l'intercommunalité. Donc ça renforce notre idée qu'il y a des configurations territoriales d'investissement différenciées et qu'une piste intéressante à explorer dans la capacité des acteurs à s'adapter à cette mutation institutionnelle. La deuxième que vous connaissez tous, mais c'est l'enjeu de l'investissement dans la transition écologique. Donc il y avait le cabinet i4C qui avait estimé ces besoins de dépenses d'investissement supplémentaires à environ 11 milliards d'euros par an, avec forcément la question pour les territoires, est-ce qu'il s'agit d'une dépense supplémentaire à réaliser ou est-ce que c'est une réorientation de certains budgets vers des dépenses de transition écologique? Est-ce que c'est la revoyure d'une stratégie générale de financement en faveur de la transition écologique? Donc là, c'est un deuxième enjeu, une deuxième règle du jeu auquel les territoires ont dû s'adapter. Et la troisième, qui elle constitue le financement direct en fait, de cet investissement public local. De quoi il est constitué? Jusque-là, il y avait une certaine stabilité, c'était la fiscalité locale qui primait. Et sur la décennie passée, les suppressions successives des taxes, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle, les débats sur la CVAE ont changé finalement l'assiette fiscale. Et parallèlement à ça, ce qu'on a observé, c'est une augmentation des financements externes de l'investissement et notamment des dotations et subventions d'échelons supérieurs pour financer l'investissement des collectivités locales. Donc c'était d'environ 20% en 2016, c'est aujourd'hui de 25% des dépenses des collectivités qui sont financées par des subventions et des dotations. Et ces subventions et dotations sont principalement le fait de l'État qui a considérablement augmenté le niveau de ses subventions. Voilà, il représentait environ 30% des investissements des subventions allouées aux collectivités locales. Aujourd'hui, c'est 37%. C'est 6 milliards d'euros, alors qu'il y a 4 ans, c'était 4 milliards d'euros. Donc un changement profond qui change aussi les rapports locaux que peuvent entretenir les collectivités et l'État, qui replace les préfets aussi au centre de la distribution de ces dotations et qui donc contribue à la différenciation des situations locales d'investissement. Et donc, dans le cadre de cette étude, on est allé à la rencontre d'élus locaux, de situations territoriales différentes, urbaines, rurales, périurbaines, élus communaux et élus intercommunaux, pour justement voir auprès d'eux comment ils comprenaient ces mutations. À la fois la montée en puissance de l'intercommunalité, le changement d'objet de l'investissement avec une montée en puissance de la transition écologique, et le changement de modalité de financement avec un peu moins de fiscalité de taux et un peu plus de dotations et de subventions d'investissement. Alors, le premier enseignement qu'on ressort de cette enquête de terrain, c'est que tous sont conscients qu'aujourd'hui,
la situation de l'investissement public local n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Et ils pointent ou reconnaissent les changements qu'on vient de synthétiser devant vous. Néanmoins, ils n'arrivent pas à en dessiner le sens ou l'horizon. Et peut-être que c'est normal après tout et qu'il n'y en a pas vraiment, dans la mesure où on voit que ces mutations-là sont un peu le produit d'un mix de contraintes financières nationales, d'évolutions sociétales et d'impératifs d'investissement et d'objets législatifs avec les conséquences lointaines de la loi NOTRe. Donc certains élus ont l'impression que c'est une nouvelle prise de contrôle de l'État par cette présence de subventions d'investissement. D'autres, au contraire, ont l'impression que c'est de nouvelles opportunités pour les territoires ruraux par ces subventions. Bref, il n'y a pas vraiment de lecture partagée du sens de ces évolutions. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que tous les élus, globalement, reconnaissent cette hausse de subventions et de dotations à l'investissement et reconnaissent qu'elles viennent de l'État, de l'Europe, de la région, du département. Concrètement, ça leur permet de réaliser des investissements qu'ils ne pouvaient pas réaliser précédemment. Et que finalement, leur inquiétude, quand on revient à l'inquiétude initiale qui était de dire est-ce que je vais pouvoir agir aujourd'hui et demain, elle n'est pas tellement dans la capacité à investir en tant que telle, elle est dans la capacité à capter durablement ces subventions d'investissement et à savoir si ces aides et ces subventions d'investissement vont perdurer dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, quand un élu s'adresse aux représentants de l'État, l'État est incapable de leur dire si la dotation DECIL, DETR ou le fonds vert va perdurer dans les 3, 4, 5 années à venir avec le même montant. Et ça, c'est une source d'incertitude qui, je pense, est à la source de l'inquiétude exprimée par les élus locaux. Et ce dont on s'aperçoit quand on échange avec les élus, c'est que certains territoires s'en sortent mieux que d'autres pour capter ces aides et ces subventions à l'investissement. Ce sont les territoires qui ont développé ce qu'on a appelé dans cette étude des capacités relationnelles, qui sont des vraies stratégies territoriales. Ce qu'on entend par capacité relationnelle, c'est la capacité d'élus et de techniciens d'une collectivité à bien s'entendre avec les élus et techniciens des communes voisines, à s'accorder à l'échelle de l'intercommunalité pour mutualiser ses investissements, pour construire des pactes financiers et fiscaux qui allouent des fonds de concours qui soient justes entre la commune et l'intercommunalité, qui s'accordent, pourquoi pas, à l'échelle de l'intercommunalité, voire à l'échelle du pays, pour financer un poste d'un chargé de mission qui serait dédié au repérage de ces appels à projets et à monter les dossiers de subvention pour répondre à ces appels à projets, mais aussi dans la capacité à comprendre les modalités de financement et d'aide du département et de la région, à comprendre qu'est-ce que va valoriser l'État dans ces appels à projets, etc. Et cette somme-là de relations, finalement, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Et on voit que les collectivités qui s'en sortent le mieux, ce sont les collectivités qui sont dans des logiques relationnelles et dans une attention et un soin aux relations aux différents acteurs publics de longue date. Et reconnaître ces capacités relationnelles, il nous semble que ça change un petit peu la géographie de l'investissement et la compréhension qu'on peut en avoir. Si on essaye de représenter cartographiquement la somme les territoires qui réussissent à capter de nombreuses subventions d'investissement et aides en volume et en montant, on s'aperçoit que il y en a, alors que Mathilin va vous commenter plus précisément la carte qui vient, mais on s'aperçoit que en rouge et en rose, vous avez plutôt des territoires qui sont en difficulté, en dynamique territoriale et financière a priori peu favorable. Dans ces territoires-là, notamment la diagonale du vide qu'on connaît, qu'on identifie, il y a en rose des territoires qui parviennent à capter de l'investissement et des aides à l'investissement, et en rouge des territoires qui parviennent moins à capter. Et les territoires en bleu qui sont plutôt les territoires dynamiques, pareil, on s'aperçoit que certains territoires mobilisent des capacités relationnelles pour capter des aides et des subventions à l'investissement, d'autres non. Donc, quelque part, cette géographie, elle nous intéresse parce que ça rebat un peu les cartes de la géographie traditionnelle de l'investissement. On n'est pas en gros contre les petits, en urbain versus rural. En fait, on est dans des stratégies de financement différenciées avec un certain nombre de collectivités qui parviennent à investir
en mobilisant ces capacités relationnelles. Et juste avant de laisser Mathilin expliciter cette carte pour conclure, moi je dirais que cette géographie-là, s'il fallait résumer grossièrement, elle donne plus d'équité et moins d'égalité. Plus d'équité financière parce qu'elle permet à certains territoires d'investir plus que ce qu'ils auraient imaginé pouvoir investir il y a 10 ans. On a notamment échangé avec des élus dans la Creuse qui, eux, se sont organisés carrément à l'échelle d'un pays rassemblant 3 intercommunalités pour financer des postes, montant des appels à projets montant des dossiers de subvention pour les appels à projets et captant des subventions qui ensuite redistribuent à l'échelle du département. Ces territoires-là nous disent finalement on est dans une situation plutôt très favorable en matière d'investissement. Et ce sont des territoires qui n'auraient jamais pu investir autant il y a 10 ans ou 15 ans avec des règles et des dotations un peu plus figées. Mais en même temps, moins d'égalité, parce que ça change l'égalité de conditions finalement entre les collectivités et les élus locaux. Et les élus des différentes collectivités ont le sentiment de ne plus faire exactement le même métier. Entre des élus de collectivités qui ont quand même une certaine assise financière et fiscale, qui arrivent à dégager de l'épargne brute et qui voient ces aides et ces subventions d'investissement plutôt comme un petit complément quand il y a un projet qui correspond à l'appel à projet qu'ils voient passer et qui se disent tiens, si on peut le faire financer grâce à l'État ou à l'Europe, c'est encore mieux. Et des collectivités qui se disent que leur investissement dépend d'un montage financier un peu précaire, de l'addition des subventions de l'Europe, de la région, du département, et que l'absence de réponse favorable à l'une de ces subventions fragilise la réussite du projet en tant que tel. Et ça, évidemment, quand on est dans cette situation-là, on a du mal à élaborer un plan pluriannuel d'investissement, parce qu'on ne sait pas quelle va être la durabilité de ces subventions d'investissement. On a du mal à se projeter sur des investissements dans la durée, comme le réclame la transition écologique. Et on a ce sentiment d'incertitude qui est, pour nous, vraiment, je pense, qui s'exprime derrière, au-delà de la conjecture budgétaire actuelle, derrière les inquiétudes initiales de est-ce que je vais pouvoir agir demain ? Et pour commenter assez rapidement cette cartographie, donc, on retrouve bien les éléments que Sacha a indiqués. Dans la catégorie 4 et 5, c'est les territoires qui sont dans une dynamique plutôt favorable, mais avec 2 rapports finalement à l'investissement et aux capacités relationnelles de capter des subventions. Les territoires en bleu foncé, donc pour en citer quelques-uns, on retrouve le Pays Basque, le Cotentin, certaines métropoles comme la métropole de Marseille, la métropole de Nice, mais aussi des territoires globalement industriels, historiques de l'investissement de l'État, donc des vallées alpines, la vallée de la Seine, le couloir rhodanien, qui sont en fait des territoires qui ont de longue date développé des capacités relationnelles avec l'État. Le poids croissant de l'État dans ces subventions ne change rien pour eux, voire est une opportunité supplémentaire pour continuer à investir encore davantage. Et donc se pose pour ces territoires l'enjeu finalement davantage de l'entrée dans la transition écologique et de ces investissements supplémentaires à réaliser au sein de leur territoire et peut-être finalement pour la transition écologique nationale comme partenaire privilégié. Les territoires en bleu clair, donc également dans une dynamique favorable, mais qui eux captent assez peu de subventions, c'est les métropoles globalement et leurs périphéries directes, souvent périurbaines. Donc, en échangeant avec eux, on a compris que c'était des territoires qui globalement étaient un peu hors des cadres des programmes nationaux de l'État. C'est pas des territoires Action Cœur de Ville, c'est pas des territoires Petites Villes de demain, c'est pas des territoires entre guillemets prioritaires ou dans le scope des programmes d'accompagnement de l'État. Pour les territoires qui, eux, sont dans une dynamique territoriale plus défavorable, donc les rouges et les roses, donc on retrouve la Creuse, on retrouve des grappes départementales assez fortes, donc dans les Vosges, donc en Creuse, dans l'Yonne, c'est des départements entiers dont les EPCI sont dans cette catégorie-là. C'est des territoires qui ont une capacité, qui se sont organisés pour capter des subventions et qui, d'après les entretiens de ce qu'on a pu analyser, ont aussi un rapport privilégié à l'État, des rapports directs avec le préfet, en tout cas ont des interlocuteurs face à eux qui sont moteurs pour les accompagner dans leurs projets d'investissement. Et la dernière catégorie, donc cette catégorie rouge qui, là, est rouge, mais c'est des territoires qui sont dans une trajectoire territoriale défavorable et qui, en plus, peinent à capter des subventions.
Donc c'est ce qu'on a considéré un peu comme finalement peut-être une nouvelle géographie prioritaire aussi de l'investissement et de l'accompagnement de l'État, parce que reconnaître que l'enjeu c'est d'avoir des capacités relationnelles, d'être performant à ce niveau-là. Là, en l'occurrence, on est face à des territoires qui a priori ne les ont pas, ont besoin d'être accompagnés dans ce sujet-là. Donc en termes géographiques, ce qu'on remarque souvent, c'est que c'est des territoires de confins départementaux et de confins régionaux. Donc finalement, peut-être loin de la préfecture, loin du conseil départemental. Souvent, c'est aussi des intercommunalités qui se sont constituées plus tardivement, de manière peut-être un peu forcée, donc où les capacités relationnelles et au sein du bloc local, donc entre communes et intercommunalités, ne fonctionnent pas toujours. Donc, et finalement avec l'État, avec les échelons supra également. Donc on les a appelés, voilà, c'est peut-être une nouvelle géographie prioritaire vers laquelle l'État et les départements pourraient également regarder. Voilà ce qu'on pouvait dire brièvement, parce que l'idée c'était de ne pas faire trop long sur ce temps de présentation et aussi de se laisser un temps d'échange pour les questions-réponses sur ces résultats ou de commentaires ou de remarques sur ce qu'on vient de présenter et notre recherche. Donc on est aussi très preneur de vos retours, de vos questions ou de vos interpellations sur ce qui vient d'être présenté. Merci Sacha et Mathilin. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Non? Alors, c'est pas grave. Moi, j'en ai une. Du coup, si on doit retenir finalement une chose, est-ce qu'il n'y a pas un conseil que vous pourriez finalement donner aux élus qui nous écoutent pour justement pouvoir dépasser cette géographie prioritaire, à part peut-être bien s'entendre avec son préfet? Alors, bien s'entendre avec son préfet, c'est toujours, c'est toujours indispensable. Et plus encore aujourd'hui qu'hier, hein, peut-être. Et ça, c'est une autre évolution des modalités de financement. Mais quand une partie des dotations et d'aide à l'investissement des collectivités viennent des déciles des ETR, bon, voilà, on sait qu'une partie de ces montants-là, dès lors qu'ils n'excèdent pas un certain volume, sont distribués directement par le préfet. Donc, il y a un vrai intérêt à du moins faire valoir ces projets et les enjeux territoriaux que l'on souhaite porter auprès de ce préfet. Néanmoins, au-delà de ces capacités relationnelles-là avec le préfet, je pense, et à entendre les élus locaux, qu'il y a des vraies marges de manœuvre à l'échelle intercommunale. À la fois dans le temps que les élus passent pour construire des pactes financiers et fiscaux qui leur apparaissent justes et redistribuer les fonds de concours, dans les accords qu'ils peuvent choisir pour financer des postes et leur permettre ne serait-ce de comprendre et de s'acculturer à ces évolutions-là. Parce que ce qui est frappant dans les territoires en rouge foncé, ce sont des territoires qui, voilà, dans certains cas, ne comprennent pas quels sont les attendus des appels à projets de l'État pour avoir le fonds vert, pour avoir certaines labellisations ou les contractualisations régionales. Et donc, et en même temps, voilà, c'est pas naturel. Dans certains cas, l'intercommunalité, il y a toujours quelqu'un dans l'intercommunalité qui est un peu plus au fait et qui fait de la pédagogie pour le reste des élus et le reste de l'administration. Dans certains cas, c'est pas le cas. Et ouvrir un poste permettant à une ressource, un technicien, de jouer ce rôle-là, c'est-à-dire de se documenter, de faire une veille permanente sur les évolutions des finances locales, sur les appels à projets en cours, sur les opportunités qui vont avoir lieu aujourd'hui et demain. Ça, je pense que c'est un levier vraiment privilégié pour petit à petit récupérer des marges de manœuvre financières. Et c'est aussi à partir de ces marges de manœuvre financières, en avoir, ça aide à mieux s'entendre avec son voisin aussi. Merci beaucoup. Oui, donc effectivement, peut-être dédié, s'outiller au niveau de l'intercommunalité, voire peut-être même externaliser la recherche de subventions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. L'étude est bien entendu disponible sur le site d'Acadie.
Et si vous voulez poursuivre également les échanges, nous vous accueillerons avec plaisir dans ce même pavillon au stand de SFIL E99. Merci à tous et bon salon.